voyons, Get, parce que ça ressemble beaucoup à ce que moi je perçois à Garneau. C'est ça, on dirait que les programmes portables ont été comme on a décidé, on ne renouvelle plus le laboratoire. J'ai pas tout l'historique, malheureusement. Je me suis pas informé non plus, mais on a décidé qu'on voulait peut-être libérer des classes pour les convertir en laboratoire. Puis voici maintenant la solution, c'est les portables. Puis la façon d'enseigner en mode portable a pas suivi. Et là, je vois qu'il y a un besoin. Les enseignants ne l'ont pas nécessairement exprimé, mais je vois que c'est une pédagogie traditionnelle qui a été transposée en mode portable. Donc puis là, moi je me rends compte que ça peut pas, ben, ça peut fonctionner, oui, mais il y a des dans certaines situations, comment je vais dire ça, on n'utilise pas le plein potentiel de l'outil, selon ma perception. Il y a les enseignants, il y a certains enseignants qui s'en vont tranquillement pas vite vers du travail collaboratif. Ils ont découvert qu'ils pouvaient faire ça. Donc, ils font un travail de façon collaborative avec les étudiants. Les étudiants se sont trouvés eux-mêmes leur mode de fonctionnement aussi dans certaines cohortes réussissent à se trouver un mode de fonctionnement, devrais-je dire, dans cet environnement-là. Puis effectivement, il n'y a pas de cohésion entre nous, il n'y a pas de cohésion entre les départements d'enseignement. Donc, un cours de formation générale, ça se peut que le prof décide de ne pas utiliser les portables, qu'il utilise une façon traditionnelle d'enseignement dans une classe sèche, puis le portable fermé. Puis j'ai comme ce que tu avais mis comme peut-être problématique, là, je voyais gestion de classe, ainsi de suite, de tous des problèmes qu'on vit. Mais ça, la gestion de classe, je mets un bémol là-dessus, c'est peut-être plus au niveau de aussi de notre mode. Quelle est l'autorité qu'on est capable d'imposer en classe et quel est le contrat qu'on fait signer de façon virtuelle aux étudiants en début de session. Donc, peut-être qu'il y a peut-être que c'est pas assez clair en début de session lorsque on débute un cours que il y a un contrat et les étudiants doivent le respecter. Bref, on a déjà eu des choses avec la REFAD, me semble, là-dessus, sur la formation à distance. Puis ça, je le répète souvent aux enseignants, là, mettez votre pied à terre et imposez-vous au début de la session et non au milieu de la session. Bref, ça fait le tour. Puis moi, c'est ça, je suis venu voir aussi parce que j'aime ça avoir des nouvelles idées. J'ai apporté beaucoup de changements au niveau de la logistique, la gestion des programmes, parce que c'est moi qui fais tout cet aspect-là, des programmes portables, là, à savoir les modèles d'ordinateur qu'il faut acheter, et ainsi de suite, mais aussi, il faut s'arrêter aussi pour la portion pédagogique. Et là, je suis un peu ici, un peu envoyeur aussi. OK. C'est bon. Bon, on l'est tous un peu, fait que c'est parfait. Puis, je note l'aspect formation spécifique versus formation générale. On pourra peut-être y revenir éventuellement parce que ça m'a frappé, moi, dans certains sites où ils disaient que les portables sont intégrés dans les cours de la formation spécifique, puis c'était clairement écrit sur le site que c'était le cas. Puis j'ai essayé d'avoir des échanges à ce niveau-là chez moi dans mon milieu pour planter des graines, mais il y a beaucoup de travail à faire là, de ce côté-là. D'accord. Du côté d'Anne-Marie, comment ça se passe chez vous? Comment vois-tu la thématique? Bonjour. De mon côté, en fait, je vois deux choses. J'ai interagi à deux niveaux différents dans les decks portables et aussi où là, j'ai plus un rôle côté logistique de gestion. C'est des profs qui sont là depuis longtemps, qui sont bien implémentés dans le programme. Donc, au niveau pédagogique, j'entends pas, mais beaucoup de besoins de leur côté sont assez autonomes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des choses à améliorer, mais c'est pas un besoin que je sens tant que ça du côté des professeurs. Par contre, on a un autre projet en classe collaborative où là, on fait beaucoup, beaucoup plus de soutien pédagogique avec les profs. Et ce qu'on a fait, que je trouve très intéressant, c'est qu'on a créé une communauté de pratique. Donc, les professeurs qui sont issus de 18 départements différents se rencontrent à toutes les 2 semaines pour témoigner de leur expérience. Donc, ils peuvent partager entre eux leurs bons coups, leurs mauvais coups, leurs formules pédagogiques, comment ils font leur examen, leur évaluation. Puis nous, conseillers pédagogiques, ben, on peut donner de la formation, on peut répondre à leurs questions, puis chercher un peu plus loin pour essayer de les accompagner dans ce processus-là. Donc, c'est les deux aspects que je vois pour le moment, mais je sais qu'il y a énormément de choses à faire quand on change tout un cours au complet au niveau pédagogique. Il y a beaucoup de craintes de la part des enseignants. Il ne faut pas qu'ils soient laissés à eux-mêmes. Il faut qu'on les accompagne. Donc, c'est là que j'entends là, que c'est une préoccupation qui doit être adressée. Donc, voilà de mon côté. OK. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Caroline, probablement Bonjour. armée. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, merveilleux, je m'excuse, ça a pris du temps avant d'arriver. Là, j'avais un problème de casse d'écoute. Alors, Caroline de Lévis-Lauzon, nouvellement sur le poste de conseillère pédagogique au TIC depuis 4 semaines. Donc, à Lévis-Lauzon, on a un intérêt à démarrer un programme avec l'utilisation d'un portable. Puis j'ai assisté à une rencontre en fait là, pour mettre la table. À cette rencontre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait le directeur adjoint, il y avait le directeur des services informatiques, puis il y avait la conseillère pédagogique au programme aussi. Donc ensemble, en fait, on a brossé le portrait un peu de où on s'en va avec des échéanciers réalistes. Puis ma collègue, en fait, Isabelle Tremblay, là, qui était conseillère pédagogique, avait déjà monté un canevas, dans le fond, une espèce de cadre de référence pour orienter chacune des actions. Alors, pour moi, les prochaines étapes, en fait, là, c'est faire l'inventaire un peu là, des besoins de l'équipe professorale, dont les compétences TIC sont très, très, très différentes. Certains professeurs sont très à l'aise avec les nouveaux logiciels. À Lévis-Lauzon, on implante tranquillement Office 365. Puis, il y a d'autres professeurs qui, eux, là, partent là, de l'utilisation là, minimale là, de Word et puis l'envoi courriel. Donc, on va évaluer les besoins, on va évaluer les connaissances, les compétences de ces gens-là, puis on va les accompagner, en fait, pour que tout le monde puisse y trouver un intérêt, avec un livrable aussi intéressant, soit une implantation d'une corde portable là, à l'automne 2017, si tout se passe bien. Donc, ça ressemble à ça. Sinon, il y a un intérêt aussi de la part là, d'un autre programme pour l'utilisation d'une tablette. Puis là-dessus, je dois avouer là, que j'ai pas baigné encore dans le dossier, là, mais il y avait un projet qui avait été présenté en assemblée départementale, dont le projet avait été refusé, là, mais à une minorité, là, dans le fond. Là, le non était passé là, comme à 54%. Là, alors, c'est quelque chose qui est encore sur les planches, puis on va le travailler différemment pour faire adhérer un maximum de personnes. Fait que ça ressemble à ça, Lévis-Lauzon. Est-ce que c'est un peu ça, parce que j'ai manqué le début de votre présentation? Est-ce que c'était tes attentes, Huguette? Tout à fait. OK, parfait. Voir, sur le plan pédagogique, là, qu'est-ce que vous travaillez. Puis moi, ce que je retiens beaucoup de ton intervention, c'est toute l'analyse et la réflexion que vous allez faire par rapport à la situation actuelle au niveau des compétences des enseignants. Peut-être juste me dire, est-ce que cette démarche-là, les enseignants sont déjà au courant que c'est dans le plan de match, puis ils adhèrent totalement à cette Oui. démarche-là? Oui, oui, on a la chance de travailler avec une équipe dont l'esprit d'équipe en département là, est très, très, très serré. Donc, les gens ils sont très positifs par rapport à ce projet-là. Ils sont très contents aussi de voir la direction derrière eux et de voir tous les ressources aussi allouées à chacune des étapes. Ils souhaitent que ce projet-là soit porteur puis qu'il y ait une pérennité dans ce projet-là. Donc, ils embarquent là, dans les étapes. Ils ne se sentent pas menacés. Ils sont très collaborants. Donc, c'est très positif. Oui. Wow! Ça va À suivre! À suivre! C'est facile de parler quand il n'y a rien de fait, là! Merci, Caroline. David, Sherbrooke. Oui, tu m'entends bien? Oui, très bien. Excellent. Donc, écoute, au niveau des decks portables, il y en a un qui est déjà en cours depuis quelques temps, qui est en génie. Il y en a deux autres qui se préparent à faire adopter le tout. En fait, un qui devrait normalement être en marche dès l'automne qui vient. L'autre, ça va être l'année suivante, c'est-à-dire en informatique versus en graphisme. Donc, ce seront deux decks portables complets. Un deck portable en Microsoft, l'autre deck portable en Apple. Évidemment, graphisme Apple, puis informatique Microsoft, là, vous l'aurez compris. Sinon, ça c'est vraiment au niveau des decks portables. Sinon, au niveau des projets plus isolés, ben on a évidemment on a 6 chariots iPad qui sont déjà déployés sur le campus. Le nombre 6 en raison qu'on ait plusieurs pavillons sur le campus, puis on peut pas se trimballer les chariots dehors. Donc, c'est pas mal ça. On a un 7e à venir pour subdiviser notre dernier de 30 tablettes en 2 de 15. Alors, on aura 7 chariots iPad en action sur le campus, qui est un peu le projet parallèle de tout ce qui est projet mobile en classe. Les chariots, ça fait donner certains profs parce que c'est pas n'importe qui peut emprunter le chariot iPad. C'est seulement les profs qui ont suivi l'atelier de formation de 3 heures avec moi qui peuvent ensuite emprunter le
chariot iPad. C'est 3 heures et technique et concret avec le chariot, mais aussi 1 heure en pédagogie. Donc, on voit justement comment intégrer le tout dans l'enseignement. Puis, sinon, à part ça, il y a beaucoup de valorisation aussi, d'intégration du téléphone cellulaire en classe, tout ce qui est pour télévote et compagnie. Sinon, valorisation aussi de l'approche avec, justement, parce que bon, ça a été officialisé par la direction générale à l'automne dernier, pour dire vraiment à tous les profs en même temps, à la réunion de la rentrée du matin de la rentrée, que ça y est, on s'enlignait tout le monde vers le projet avec. Ça en a ébranlé certains. J'y reviens dans 2 petites secondes. Puis sinon, je travaille aussi beaucoup avec les écoles secondaires puis les écoles primaires de la région, question de rester au fait justement de la réalité des jeunes à venir, parce que je travaille davantage avec les profs pour qu'ils se préparent, non pas pour les jeunes qui sont déjà dans nos classes, parce que je me dis que, entre guillemets, le dommage est déjà fait, mais je m'excuse, mais c'est plutôt pour les préparer, juste ça, pour des jeunes qui sont encore plus allumés que ceux qui sont en classe. Ben, allumés dans le bon sens, allumés dans le sens plus qui exploitent beaucoup plus efficacement les technologies mobiles. Et puis finalement, pour revenir à l'aspect justement que ça en a ébranlé plusieurs, dans ton fichier Google Doc, tu mentionnes qu'ils doivent adapter leurs pratiques. On est dans une période au Cégep de Sherbrooke où, disons, le poids syndical est assez est non négligeable. Donc, on ne peut prétendre que les enseignants doivent intégrer, malheureusement. Et ça, la direction est très très claire là-dessus. Dès que je choisis mal un verbe et que le verbe pourrait être le moindrement perçu comme étant prescriptif, on sonne la sonnette d'alarme et on vient voir pour dire non, tu changes le verbe, c'est suggestif. Alors, on en est pas mal là. Alors, dans le fond, on valorise beaucoup, on déploie beaucoup, mais c'est beaucoup du bottoms up. Il faut vraiment aucunement laisser croire que ce serait un message de la direction ou une consigne de la direction, sinon ça vient de flopper totalement. Alors, ouais, c'est pas mal ça. OK. Fait qu'il y a des défis peut-être un peu plus grands de votre côté à travailler l'aspect pédagogique là, de vos decks mobiles ou vos stratégies de technologie mobile. Ben, dans le fond, la direction nous supporte dans tout le déploiement. Le déploiement est là, les demandes sont là parce qu'il y a une masse des enseignants qui sont partants puis qui sont prêts à essayer. Mais à travers tout ça, il y a effectivement toutes sortes de défis comme une minorité syndicale mais qui se fait bien sentir, l'organisation scolaire parce qu'on a évidemment une pénurie de locaux, donc l'organisation scolaire qui essaie d'adapter, mais bref, on essaie tous de s'adapter, mais c'est toujours difficile. Alors, ouais, il y a toutes sortes de petits défis organisationnels. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, on serait à Eric Tedford. Test poster. Marche-tu? Allô? Ah oui, Allô? là oui. Bonjour Eric. Tu m'entends? C'est Oui. difficilement, finalement. Ben, fais-moi un signe si tu m'entends pas bien, puis je vais partir. C'est mieux? OK, super. Ça va bien là. En Ouais. fait, nous autres, au Cégep de Thetford, on a pour l'instant 2 programmes, 2 decks portables, informatique et technique de l'électronique industrielle. Puis, on a d'autres programmes où les enseignants font des demandes d'avoir accès à des portables. On a 2 chariots de portables, puis qui sont tellement en demande qu'il en manque, donc ils disent peut-être qu'on devrait devenir deck portable. Et nous, au niveau des conseils pédagogiques, on se pose plusieurs questions, en fait. Quand on prend nos 2 decks qui ont déjà des portables, c'est des decks de technique lourde, où si on se base au modèle TPAC, là, on a technologie, pédagogie et contenu. Mais dans les techniques lourdes, par exemple informatique, le contenu et l'outil technologique. Si tu apprends à programmer en C++, tu vas utiliser un ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser de façon pédagogique. Ils vont peut-être présenter quand même en utilisant le PowerPoint. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement utilisée de façon correcte au niveau pédagogique. Mais on sait qu'il est rentabilisé, l'ordinateur, il est utilisé, ils apprennent avec, ils apprennent l'outil par le fait même. Mais si on prend un programme, une technique humaine, où il pourrait donner le programme avec ou sans, l'aspect de l'utilisation pédagogique de notre ordinateur devient super important. S'ils vont juste transférer du papier pour l'utiliser sur un ordinateur, les étudiants, comme certains ont dit, vont chialer et ils ne voudront pas l'utiliser. Donc, mon questionnement, c'était ça la question que j'avais mis dans le document partagé. Bien, à quel niveau, quand on discute avec un département, on peut dire, OK, votre appropriation des outils technopédagogiques sont suffisants. On pense que vous allez être capable de bien intégrer l'utilisation du portable dans votre programme. Puis si on se base sur le modèle ASPID qui a été présenté à quelques reprises, qui est adoption, substitution, progrès, innovation, puis si ça ne va pas, ça peut aller en détérioration. Mais quand on discute avec notre département, est-ce qu'il faut que tous nos enseignants soient dans un esprit d'adoption d'une nouvelle technologie pour dire, OK, ça va être une réussite d'intégrer les portables, ou nos enseignants devraient tous être en moyenne au niveau de la substitution, ou c'est pas très clair ce que j'essaye de dire, mais c'est dans le fond où c'est une moyenne des gens, où on a des gens qui ne sont pas intéressés du tout, mais on a plein de gens qui font des situations où ils sont en progrès, sont en innovation, mais l'autre moitié ne veulent pas l'utiliser. Est-ce qu'on va quand même être dans une situation gagnante? Puis est-ce que ça va être bon pour le collège d'avoir intégré les portables, puis les étudiants vont-ils en bénéficier? Donc, c'est un peu le questionnement qu'on a au niveau du cégep, de dire, ben, on est prêt à le faire. Oui, on va économiser, on va libérer des classes, on va avoir accès à plus d'outils, à plus de portables, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis, ben, on essaie de se baser sur certains cadres de référence aussi pour faire avancer nos enseignants dans ce domaine-là. Puis, ben, on navigue un petit peu à travers de ça. C'est un peu ça la situation chez nous. Super. Écoute, on va revenir sur la thématique avec plaisir tantôt, parce que je pense que les questionnements que tu abordes sont vraiment au cœur des préoccupations qui risquent d'émerger de plus en plus. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire du pouce sur cet axe-là un peu plus tard. Franck, Bonjour, vous à quoi ça m'entendez? ressemble chez nous? Vous m'entendez? Oui, Franck, on t'entend. Oui. Merci. J'ai manqué la question, mais je pense que je connais la réponse. Bon, d'une part, il n'y a pas de programme chez nous avec des laptops, malgré qu'on a été les pionniers dans le réseau avec le projet CyberHouse il y a de cela peut-être 15 ans, avec en électro, en informatique. Puis, il me semble que j'entends le même questionnement 15 ans plus tard. Est-ce que les profs sont prêts? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chez nous, le Wi-Fi n'est pas distribué de façon globale avant l'automne 2017. N'empêche, on a 2 chariots de iPad. On a des départements pionniers qui font de la rétroaction de la vidéo par iPad. Il y en a qui veulent faire de la balado sous peu, en tout cas. Puis on a une division chez nous, le CED, ceux qui aident les élèves en TDAH, qui ont aussi une flotte de laptops. On prête d'autres laptops. Moi, je m'interroge aussi sur les contenus face au phénomène Bring Your Own Device au sens large du terme. Comment les profs vont adapter les contenus en termes de livres numériques et de sites web adaptatifs et tout ça. Je pense qu'il y a un grand défi de ce côté-là. Puis je vois pas des outils conviviaux pour migrer tous les contenus traditionnels comme les PowerPoint, les Word de ce monde, là. Donc, c'est un peu ça ma réflexion actuellement, l'état des lieux. Voilà. Merci beaucoup. En vous écoutant, j'ai quand même la réflexion que c'est comme si les programmes mobiles étaient un contexte particulier parce qu'il y a une structure, puis un objectif, puis des étapes, puis du monde qui y travaille, puis il y a quelque chose d'institutionnel. Mais j'avais déjà un petit peu en tête l'idée que c'est juste un prétexte dans le fond parce que je pense que tous les questionnements qu'on peut avoir aujourd'hui impactent sur l'évaluation, impactent sur les stratégies.
on aurait pu poser la question avec une autre thématique du genre quelle stratégie pédagogique active ou en tout cas quelle stratégie pédagogique qu'on souhaite mettre en place ou qui favorise la réussite dans nos collèges, puis on aurait peut-être eu le même genre d'échange. Fait que c'est un peu une réflexion que j'ai là en background. Je pense que c'est juste un prétexte là, qu'on a aujourd'hui pour parler un peu de plein de choses qu'on voit déjà dans les colloques, dans les articles qui se promènent un peu partout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans ces thèmes-là. On va pouvoir se raccrocher à ça. Geneviève, de ton côté, Oui, vous m'entendez bien? la pédagogie. Oui. Oui, excellent. Donc, nous, au Collège La Flèche, on n'a aucun programme mobile ou portable. Par contre, depuis l'automne dernier, le Wi-Fi est fonctionnel partout au collège, ce qui est un très, très grand pas là, qu'on a fait en avant. On n'a aucun chariot de iPad ou quoi que ce soit. Par contre, depuis environ 2 ans, on a une classe collaborative dans laquelle il y a 12 portables qui sont vraiment à jour, à jour, à jour. Et cette classe-là est vraiment là pour favoriser le travail collaboratif. Donc, elle est très, très, très appréciée des enseignants et encore plus des étudiants, je vous dirais. Là. Donc, c'est sûr qu'on travaille à outiller nos enseignants pour les différentes pédagogies actives avec cette classe-là. Dans l'ensemble des programmes, pour l'ensemble des profs qui souhaitent utiliser cette classe-là. Puis là, on talonne beaucoup la direction actuellement pour qu'on ait une deuxième classe collaborative, justement. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des ça, là. Donc, en tout cas, on essaie d'y aller au moindre coût possible. Là. À part ça, on a des laboratoires informatiques, mais qui sont très, dont la disposition est traditionnelle, comme dans les collèges aussi. C'est sûr qu'on a une préoccupation actuellement aussi pour les téléphones cellulaires, l'iPhone et tout ça présent. Certains profs fonctionnent super bien avec cette réalité-là, d'autres un petit peu moins. Donc, on est deux conseillers qui s'accompagnent là-dedans. Actuellement, c'est pas mal ce qui se passe. Il n'y a pas de projet portable pour un programme portable nécessairement sur la table à dessin actuellement. Sauf que l'idée là, de mon collègue Franck, au niveau du Bring Your Own Device, c'est sûr que c'est d'actualité ici aussi. On questionne, mais on sait qu'il y a des gros défis à relever. On est en questionnement en lien avec tout ça. C'est bon. Ben, d'ailleurs, le Bring Your Own Device, curieusement, en ayant des échanges dans mon collège sur la thématique des programmes mobiles, il y a un des enseignants là, qui était vraiment pas du tout certain que c'était nécessaire en 2016 d'aller dans des programmes mobiles très, très structurés. Puis lui, il priorisait beaucoup l'aspect Bring Your Own Device. Donc, d'une certaine manière, ce que je constate au niveau de l'évolution, c'est que de plus en plus, les collèges laissent les étudiants acheter l'ordinateur de leur choix. Ils leur dressent des balises, ils leur dressent une liste de caractéristiques à combler parce qu'ils veulent être certains que l'appareil qui est acheté va répondre aux besoins pendant 3 ans. Mais dans les faits, c'est quand même une espèce de bring your own device obligatoire, si on pourrait quand même dire ça. De moins en moins, les collèges déploient des portables à leurs étudiants. C'est plus les étudiants qui amènent le leur. Ça, on peut voir ça comme tendance. Ce qui fait que la thématique du BIOD prend d'une certaine manière le dessus avec tout ce que ça implique, l'accès aux outils, la compatibilité des formats, le Wi-Fi. Donc ça, c'est plus des aspects techniques, mais je pense qu'on peut envisager les programmes mobiles dans un esprit peut-être plus large que seulement les modèles qu'on a connus au cours des dernières années. Alors, merci à nouveau. On serait rendu à Ghislaine Lionel Gros. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Parfait, merci. Chez nous, actuellement, on a deux programmes mobiles, faut que je me trompe. 2 programmes mobiles. On a technique de la logistique du transport, pour lesquels c'est un programme portable.
Les étudiants, par contre, n'ont pas à acquérir un portable, là. On leur en fournit un, mais c'est comme une espèce de location. Mais je pense que c'est une location, au bout du compte, on leur remet tout sauf $1, là, quelque chose du genre, là. Fait que c'est une location où, au bout du compte, s'ils remettent l'équipement en bon état, ça leur coûte $1 à l'étudiant. Donc ça, c'est pour logistique du transport. Je les ai pas accompagnés, eux. J'ai su vraiment après que c'était fait qu'il y avait ce programme-là. Alors, je peux pas tellement parler de leurs besoins, ni au niveau technique, ni au niveau pédagogique comme tel. Ça semble bien fonctionner. Je suis en contact de temps en temps avec les enseignants là, pour poser des questions, puis ça semble bien fonctionner. Ils ne semblent pas avoir de besoins particuliers. Je pense que eux, ce qu'ils avaient comme intérêt, surtout à avoir les portables, c'était d'avoir des accès à l'informatique tout le temps sans avoir à réserver des locaux informatiques comme tels, là, que, bon, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres collèges, là, mais c'est une denrée rare chez nous. Et puis d'avoir que l'étudiant ait toujours sous la main les logiciels spécifiques au programme. L'autre programme mobile qu'on a, c'est musique, technique professionnelle de musique et chansons, où c'est un programme tablette iPad. Tous les enseignants du programme et tous les étudiants ont un iPad. Les enseignants, évidemment, c'est fourni par le collège. Les étudiants doivent avoir leur propre iPad, mais il y a quand même, je pense, un chariot. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'un, mais il y a au moins un chariot pour des prêts là, pour les étudiants qui n'auraient pas d'iPad ou qui n'auraient pas les moyens d'en avoir. Pour ça, je les ai un petit peu accompagnés, mais eux aussi, je l'ai su après que c'était fait. Mais je les ai quand même accompagnés. Je leur ai donné une mini-formation, mais à l'époque, ce qu'il y avait besoin, c'était au niveau vraiment technique. Il y a des enseignants qui sont arrivés le matin à la formation, ils avaient déballé leur iPad la veille, là, donc de la boîte. Donc, il fallait vraiment partir de zéro pour leur montrer comment utiliser le iPad. Donc, ça a été plus au niveau vraiment B.A.-ba, là, comment on utilise le iPad. Par contre, j'ai un programme qui s'en vient, mobile, qui en fait un nouveau programme qu'on a ici. C'est soins infirmiers. On vient d'avoir on a eu l'autorisation il y a à peu près 1 an et demi de l'offrir, ce programme-là, et il commence l'automne prochain. Et ça va être un programme mobile avec tablette iPad. Lui, j'ai la chance de l'accompagner vraiment d'un bout à l'autre parce qu'en plus de ça, je suis la conseillère pédagogique à ce programme parce que moi, je suis pas reptique à temps plein, loin de là. J'ai beaucoup, beaucoup d'autres dossiers. Donc, soins infirmiers, c'était le dossier. Je faisais l'implantation du programme, je faisais l'élaboration du programme avec une enseignante. Donc, tant qu'à faire, hein, tant qu'à être reptique, puis à élaborer un tout nouveau programme à partir de zéro, ben, j'ai parlé de TIC à l'enseignante qui était avec nous. Je l'ai amenée au colloque sur l'iPad et le numérique le mois de mai 2015. Elle a été complètement emballée. Elle en est sortie de là en disant « c'est ça je veux, c'est ça je veux ». Et puis, on a enclenché le processus. La direction est vraiment complètement avec nous là-dedans. Et puis, évidemment, comme tout est à faire, ben, on fait tout en fonction de l'utilisation des iPads. Donc, tous les locaux du département de soins infirmiers où il va y avoir les cours vont être Wi-Fi top, le meilleur Wi-Fi possible. Les profs vont avoir un iPad fourni. Par contre, ils n'auront pas de portable ou d'ordinateur fourni. Il va y avoir peut-être 1 ou 2 postes pour tous les enseignants du département. Puis, ben, c'est ça, on est en train présentement de planifier les stratégies pédagogiques, etc., etc. On commence à faire l'embauche du nouveau personnel pour l'automne. Ils vont être formés adéquatement, on l'espère. En tout cas, on est en train de tout planifier aussi l'élaboration des formations à offrir au personnel enseignant qu'on va embaucher. Puis les formations, on veut que ce soit des formations pas juste techniques, mais vraiment pédagogiques aussi sur l'utilisation du iPad en classe. C'est à peu près ça pour l'instant. OK, je retiens dans ton intervention, Ghislaine, que
le groupe le plus récent là, en soins infirmiers est probablement celui où la pédagogie va être la plus planifiée, l'accompagnement et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de neuf par rapport au programme précédent. Donc, on pourra revenir un petit peu plus tard quand tu dis qu'on est en train de préparer les stratégies, etc. Là, j'aimerais un peu plus tard qu'on creuse la question sur quelles sont les stratégies qui vont être mises de l'avant, puis quel genre de démarche vous allez faire ensemble. Ça va nous faire plaisir. Gilles, de votre côté, à Saint-Hyacinthe. Bonjour, Gab. Est-ce que tu m'entends bien? On t'entend. Pas super bien parce qu'il y a de l'écho, mais on t'entend pareil. Bon, ben c'est parce que tu fonctionnes pas avec un casque. C'est pour ça. C'est volontaire parce que j'étais avec un autre enseignant, un autre professionnel. Voici la situation à Saint-Hyacinthe. Ben, nous avons un projet portable en informatique, c'est connu depuis l'automne 2013. Évidemment, avec le programme technique de l'informatique, ça va de soi. Donc, c'est ça vraiment une grande difficulté. Pas vraiment eu de gros questionnements par rapport à la pédagogie en classe. Puis, c'était comme ancré dans leur habitude. Mais cet automne, on intente un programme Gilles, oui, je pense que je vais être obligée de t'arrêter parce que on n'entend vraiment pas bien. Là. C'est genre 2 sur 10 la cote oui, actuellement. écoute, Nicole, elle peut pas prendre de notes, puis c'est vraiment pas bon. oui, ben, regarde, je vais utiliser une autre technique, ça sera pas long, je vais me brancher au téléphone. Ouais, tu pourrais faire ça. Sinon aussi, si jamais ça va, tu pourrais, dans le document de prise de notes, là, on a écrit Gilles Boulanger Saint-Hyacinthe, fait que je t'invite peut-être à faire ton propre résumé de ta propre intervention. Comme ça, on pourra faire du pouce dessus si jamais tu peux pas rétablir le son. OK. Merci. Jules, de ton côté, un ancien reptique qui nous rend visite. Bonjour. Alors oui, je suis bien content de pouvoir suivre la rencontre. Je pense que ça va m'être utile dans un mandat. Malheureusement, je peux pas trop en parler en ce moment parce que c'est pas rien de précisé encore. Mais ça concerne un deck portable. Donc, je m'intéresse bien sûr aux aspects pédagogiques et à toutes les questions qui sont abordées. Puis en particulier, ben, l'équilibre, si on se met du point de vue de la direction, entre les besoins d'encadrement puis les besoins de laisser de la liberté aux profs. Euh, ben, je vais m'arrêter là pour tout de suite, mais c'est les thèmes qui m'intéressent. Donc, de voir si on doit suivre tous les profs dans le même, les amener tous au même niveau ou si on peut laisser aller certains profs qui, c'est inévitable, là, mais qui vont être plus à l'aise puis qui vont vraiment bien utiliser, tirer profit des technologies, tandis que d'autres vont faire simplement de la substitution de base. Alors, comment tout ça peut cohabiter, puis quel rôle peut jouer la direction d'un établissement pour euh, améliorer les pratiques pédagogiques. Merci. OK. Super. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une rencontre que j'ai eue. J'ai un petit comité, là, dans mon grand comité éthique, j'ai une petite équipe de travail sur les programmes mobiles cette année, puis on avait fait venir Lorraine Ouellette de Victoriaville chez nous, comme c'est pas très loin, puis ils ont beaucoup de decks mobiles chez eux, decks portables, decks tablettes. Puis quand on s'est mis à parler un peu d'impact pédagogique et d'accompagnement, mais ce qu'elle disait, c'est que les profs chez eux, ils disent qu'ils ont besoin d'aide, mais quand tu leur proposes, ils n'ont pas le temps ou ne sont pas rendus là ou finalement ils n'en veulent pas. Fait que ça, toute la question d'accompagnement, là, c'est un peu ce qui ressort, je trouve, aujourd'hui. C'est comment on peut s'immiscer ou pas s'immiscer, on est-tu les bienvenus, puis c'est quoi le rôle du CP, c'est quoi le rôle de la direction des études sur le regard qu'on peut avoir sur leur pratique, parce qu'en général, la pédagogie, ça relève des départements, puis des enseignants, puis ils viennent chercher notre aide aux besoins. Les CP, les CPTIC sont plus en réponse à des besoins, à moins que on soit, par exemple, en évaluation de programme, puis qu'il y ait des choses officiellement que la direction veut pousser.
Mais toutes les thématiques pédagogiques, en général, on est comme là pour les soutenir sans rien imposer. Mais on constate, nous, dans notre chaise, dans notre bureau, dans nos échanges, qu'il y a probablement beaucoup de travail à faire pour amener ces programmes mobiles-là en réelle stratégie pédagogique, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, ça reste c'est tout l'aspect stratégie là, de communication puis de travailler ensemble. À Bécomo, ça m'a souri beaucoup là, de voir à quel point l'équipe avait une grande ouverture de nous laisser rentrer. Moi, j'appelle ça nous laisser rentrer dans leur bulle. Ça, pour moi, là, c'est un défi. Prochaine personne, on a Maria. Bon, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Moi, chez nous, moi, je suis à Vanier. Puis, nous, on a en ce moment une quinzaine de salles avec des ordinateurs, de 15 à 20 laptops. Et une salle de Active Learning qui a 6 smartboards à l'intérieur, donc pour essayer de faciliter vraiment qu'on appelle Active Learning. Je ne sais pas comment dire ça en français. Ça va? Oui. Apprentissage actif? C'est juste apprentissage actif. Et je dirais que pour nous, on a les mêmes enjeux ou des enjeux très similaires à ce que j'ai entendu parler de David Laplante. Par contre, on a vraiment une beaucoup plus grande diversité avec nos professeurs que je m'aperçois. Ceux qui utilisent les salles sont très avancés, puis normalement n'ont pas besoin de beaucoup de support. Mais il y a aussi de l'autre côté du spectrum beaucoup de professeurs qui n'utilisent aucune technologie. Donc, il y a une grande diversité au niveau de l'apprentissage ou qu'est-ce qu'on peut amener pour ces professeurs-là. Et ça va aussi dans ce spectrum-là au niveau de leur réticence pour vouloir apprendre de la nouvelle technologie. Donc, en ce moment, on fait des formations, on offre des formations qui sont aussi de base que comment qu'on allume le smartboard dans la classe, puis qu'on branche le portable, et jusqu'à quelles sont les meilleures façons de trouver des stratégies pédagogiques. Il y a beaucoup de politique là-dedans avec les professeurs et l'administration, mais chez nous, au niveau de l'administration, on a un très grand support qui ont été intégrés dans la vision stratégique de Vanier pour intégrer les compétences IT et nous amener vers une nouvelle génération d'apprentissage qui inclut l'intégration de la technologie. Donc moi, j'apprécie beaucoup, vraiment, je voulais avoir un aperçu du réseau, donc j'apprécie beaucoup qu'on fasse le tour de table parce que ça me donne vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui se passe avec les autres collèges, puis c'est ça vraiment que je voulais en retirer. Merci. C'est bon, quand on se compare, on se console. Aussi, oui. C'est pas si pire comparé à certaines choses que j'ai entendues à date. C'est bon. Merci, Maria. Martin, tu vas pouvoir poursuivre ta belle introduction du mois d'octobre. Ça va, vous m'entendez? Oui, très bien. Au campus Notre-Dame-de-Foix, nous autres, on a 2 programmes portables actuellement. On a un programme iPad qui va faire le saut à l'automne pour devenir un programme portable. Puis on a un nouveau programme iPad qui va démarrer l'année prochaine en soins préhospitaliers d'urgence. La question que je me pose tout le temps, moi, c'est il y a des programmes qui sont déjà existants où il y a un certain niveau d'intégration, d'utilisation de l'appareil mobile. Je me dis toujours comment je peux amener ces profs-là individuellement, comme disait Jules, puis comment je peux amener les équipes départementales à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'utilisation à des fins pédagogiques. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a aussi le nouveau programme qui va démarrer à l'automne, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour démarrer ça sur le bon pied? Puis, t'en parlais un petit peu en introduction, Huguette, moi, c'est ça ma préoccupation. C'est quoi les conditions, c'est-à-dire c'est quoi les caractéristiques d'un programme
où l'utilisation de l'appareil mobile est, comment je pourrais dire, est efficace, elle est positive, elle est efficiente, tu sais, parce qu'on est tous en train de vouloir faire des belles choses, puis il y a des limites de temps, il y a des limites, il y a toutes sortes de contraintes, mais pour moi, ce qui m'apparaît essentiel, ça serait de définir c'est quoi la cible, c'est quoi qu'on retrouve dans un programme qui a ces caractéristiques-là où l'utilisation est efficace. Et après ça, dépendamment du programme, le cheminement est organique. C'est tellement pas linéaire aller vers ça que moi, personnellement, mon besoin comme conseiller pédagogique, ce serait de réfléchir non pas sur le chemin, mais sur le résultat, et après ça, voir comment il y a différents chemins pour y arriver. Moi, personnellement, c'est là que j'en suis, parce que c'est sûr que je suis un petit peu d'accord aussi avec le fait que les profs veulent de l'aide, mais quand c'est le temps de leur offrir de la formation, tout ça, je remarque assez souvent que c'est ça, que les contraintes apparaissent puis que c'est difficile. Fait que, moi, c'est ça en fait. J'aurais besoin d'une cible. C'est quoi un programme où l'appareil mobile est bien utilisé, bien intégré, puis réfléchir après ça avec un prof ou avec un département sur comment atteindre cette cible-là. OK. Ah, c'est intéressant ça. Puis j'aime ton idée parce qu'on parle souvent des étapes ou des démarches, là. Toi, tu dis plus, ben, on verra les étapes ou les démarches plus tard parce que les chemins peuvent être différents. On peut-tu avoir des objectifs ou des indicateurs d'une certaine manière là, qui viendraient nous informer de la qualité d'une stratégie de deck mobile? Je trouve ça bien intéressant. Merci, Martin. Un autre Martin, Martin Richard. Moi, j'ai envie d'apporter une petite réponse à l'autre Martin. Moi, contrairement à lui, je pense qu'il est très, très difficile de se fixer des cibles et des objectifs, puis pour dire à quel moment un programme portable a introduit de manière satisfaisante les appareils mobiles. Je pense que ça va être très contextuel au programme. Il n'y a pas un programme qui va l'intégrer de manière identique et aussi profondément. Moi, je vois, bon, donc je pense que c'est un petit bout de réponse que je voulais apporter à Martin. Pour revenir aux questions initiales et sur la pédagogie, euh, nous, on a implanté un deck portable en génie civil et les profs me disent qu'il y a eu d'énormes modifications pédagogiques. Ils font vraiment les choses différemment. En intégrant le deck portable, ils ont intégré Moodle. Et ça les a changés complètement dans leur façon de travailler. Mais quand je regarde le détail pédagogique, je vois qu'ils vont beaucoup moins loin que d'autres enseignants qui intègrent du travail collaboratif, qui intègrent d'autres formes pédagogiques qui vont beaucoup plus loin. Je me dis, j'ai pas envie, moi, de leur pousser dans le dos pour les amener vraiment plus loin. Ils ont trouvé leur usage, ils ont évolué énormément. Ce qui les a fait évoluer aussi, c'est l'arrivée du deck portable conjointement à une évaluation de programme. Ça, c'est quand on fait les deux en même temps, ça a toutes sortes de bonnes propriétés. Parce qu'il y a vraiment une analyse introspective de fait et il y a une réflexivité qui est appliquée par la suite, suite à cette analyse-là réflexive. Donc, moi, je pense pas qu'il faille qu'il faille pousser dans le dos des enseignants pour les amener à utiliser des formes pédagogiques pour lesquelles ils sont pas à l'aise au moment où on parle. Je crois beaucoup plus aux individus qu'à un travail de front sur tout le programme. Et là, aller chercher des individus, et c'est ce qu'on fait chacun, je pense, en tant que sceptique, aller chercher des individus dans tel et tel programme pour les faire avancer, et eux vont souvent traîner une petite équipe de 2-3 enseignants autour d'eux, et quelquefois un petit peu plus que ça pour faire évoluer tout un département. Donc voilà là-dessus. Je voulais aussi apporter un autre élément au sujet de la formation générale. Ghislaine t'en parlait tantôt. Pas Ghislaine, Huguette. Pareil pour moi, la formation générale a été un blocage, a bloqué complètement au niveau de l'introduction du programme portable. C'est quelque chose que je pense que je ne serai jamais capable de faire bouger, en tout cas dans un avenir rapproché. Ils sont vraiment
camper très fortement sur leur position. Ils sont très revendicateurs d'une certaine liberté de fonctionnement. Ils refusent tout un paquet de choses pédagogiques, c'est pas juste le deck portable. Hein. Ils refusent de faire des plans cadres, ils refusent de dialoguer avec leurs collègues. Les profs de philo et les profs de français, chez nous, je peux pas les approcher. Ils me brandissent la convention collective dans la figure. Donc, ils sont allergiques à ça à un point assez fort. Donc, bon, c'était juste pour illustrer un autre exemple de ce qui se passe avec la formation générale chez moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, on a un deck portable en génie civil, pardon. On envisage de le faire, avoir des decks iPad en soins infirmiers et en musique, comme le collègue ou la collègue de Lionel Gros. Ça s'en vient peut-être un jour. J'ai de l'espoir. Voilà ce que je peux raconter à ce stade. Merci beaucoup, Martin. Et il nous resterait dans la liste Stéphanie. Allô? Vous m'entendez bien, Kip? Okay. Oui, très bien. Donc, ben nous, on n'a pas officiellement de programme portable. Par contre, il y a quelques années, quand on a voulu repartir Technologie forestière qui ne fonctionnait plus depuis quelques années, on a mis des incitatifs en place et il y avait entre autres d'offrir un ordinateur portable aux élèves. Donc, c'est venu de la personne au recrutement et de la direction des études. Il n'y avait pas... ça a été lancé comme ça. En fait, il n'y a pas eu de réflexion sur les applications pédagogiques de ces portables-là et du type de portable qui serait acheté. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait quelques interventions au fil des années avec eux autres qui s'en servent un petit peu plus, mais davantage pour l'utilisation de logiciels là, plus spécialisés. Par contre, les ordinateurs sont pas très puissants, ce qui fait que ça apporte d'autres problèmes. Nous, quand on pense que l'ordinateur est pas assez puissant pour lire, par exemple, ArcGIS ou ces choses-là. Et il y a tout aussi la question des licences, là, parce que comme on fournit l'ordinateur portable, pour fournir les licences là, sur les portables des jeunes et moins jeunes, là, parce qu'il y a des adultes aussi en foresterie. Donc, c'est un petit peu ça. Mais mon questionnement pour lequel je suis davantage aussi aux applications pédagogiques, donc comment faire pour les amener à utiliser davantage ces ordinateurs portables-là, parce qu'ils ont quand même des cours avec Excel et plein d'autres cours où ils peuvent aussi développer le profil TIC à travers le programme de technologie forestière. Donc, je me demande comment les accompagner là-dedans, bien les aider. Puis, c'est pas nécessairement un département avec des enseignants très ouverts là, sur l'innovation pédagogique, là, disons-le comme ça. Là, ils sont plus du style magistral, là, donc c'est des enseignants aussi avec lesquels j'essaie d'amener des nouvelles méthodes pédagogiques où c'est difficile, donc je ne sais pas trop comment les approcher pour le portable, mais du moins je sais qu'ils s'en servent davantage. Puis on avait aussi en électronique industrielle où on a eu un projet il y a quelques années de développer une bulle virtuelle où on aurait pu à ce moment-là fournir des ordinateurs portables aux jeunes où il aurait pu être physiquement dans des laboratoires, mais à se connecter sur une bulle à l'intérieur de laquelle tous les logiciels disponibles pour ce programme-là seraient là. Donc, ça, c'est en cours de route. Il y a quelques petits bugs encore. Ça chemine. On est capable de se connecter à cette bulle-là à l'intérieur du collège, mais pas de l'extérieur. Et l'objectif est que les élèves pourraient se connecter de l'extérieur, ce qui fait que là, on pourrait vraiment avoir des portables, donc qui pourraient avoir les laboratoires tels qu'ils sont technologiquement chez eux avec leur ordinateur portable. Fait qu'on en est là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont joints à nous après? Ah, Gilles, veux-tu essayer ton son? Oui, est-ce que tu m'entends mieux? Je pense que oui. On a réglé ça. Alors, comme j'ai mentionné dans le petit tableau tantôt, nous, on avait informatique en 2013 et à l'automne 2016, on implante en génie civil. Et évidemment, le questionnement arrive un peu plus avec ce programme-là, puisque en informatique, ça allait de soi, donc c'était plus facile, mais en génie civil, évidemment, il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Par rapport à l'usage des portables en classe, les cours terrain, les stages. Évidemment, donc, on se questionne beaucoup là-dessus. On est en pleine réflexion. La semaine dernière, d'ailleurs, on était en discussion avec le Cégep Beauce-Appalaches, justement pour le programme portable. On était en discussion avec eux.
D'ailleurs, avec moi, je suis avec l'enseignant qui a été même engagé pour faire l'implantation du programme. Donc, c'est un nouveau programme. Donc, on n'a pas encore une équipe de profs, mais ça s'en vient. Beaucoup de questions aussi qui est soulevée par rapport à la virtualisation. Je ne sais pas si dans les autres cégeps, vous avez ce questionnement-là, mais nous, depuis l'automne passé, on a fait beaucoup d'essais là-dessus. Et on a des programmes qui s'intéressent à l'accessibilité aux différents logiciels comme en diététique. Lorsqu'on veut accéder au logiciel, ben, on peut maintenant y aller de façon virtuelle et on n'a pas besoin d'avoir des portables exigeants. Moi, je vois différents niveaux de projets portables. En génie civil, on a besoin d'avoir des portables exigeants à cause des programmes comme AutoCAD. On ne peut pas rouler AutoCAD en mode virtualisé. Il faut que ça soit installé sur les machines. Donc, il y a différentes situations par rapport au choix, à l'usage du portable, au contexte. Donc, il y a des programmes qui sont plus exigeants que d'autres. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par rapport au fonctionnement. Et comme je disais tantôt, en génie civil, ben, les cours terrain en particulier, les stages à la maison, les travaux à la maison, comme on soulevait tantôt, ben, c'est des questions qui sont soulevées naturellement là-dessus. Donc voilà, c'était un peu ma réaction. Je vais couper mon micro. Parfait, merci. Donc, juste vérifier avant de poursuivre les échanges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait arrivé après le début du tour de salle qui n'aurait pas pu s'exprimer? Je regarde la liste, je pense pas, là, mais si c'est le cas, manifestez-vous. Alors, pour la suite de l'opération, comme je vous disais tantôt, moi je pense que c'est pour ça que je trouvais pertinent qu'on fasse un réel tour de salle malgré le nombre, parce que juste en faisant ce tour-là, on fait émerger beaucoup d'idées, puis déjà au moins on peut s'informer de cette manière-là des préoccupations des autres collèges, puis ça fait quand même mûrir des choses. Donc c'est déjà, je pense, très rentable comme opération. La prochaine étape était de poursuivre, de faire du pouce sur des idées qui ont été lancées, sur des thèmes. Avant d'aller dans les thèmes que j'avais mis à la fin du document, j'aimerais revenir en début de parcours où il y avait un tableau où je vous invitais à mettre vos préoccupations. Fait que ça va être l'occasion de partir des éléments qui ont été soulevés par les personnes qui ont rempli le tableau. La première personne, Jules, comment accompagner les enseignants traditionnels qui doivent adapter leurs pratiques aux appareils en classe? Quelles leçons peut-on tirer des collèges de niveau secondaire qui ont fait ce virage et des decks portables au niveau collégial? Peut-être qu'on pourrait garder, là, partir vraiment de cette question-là. Déjà, je dirais que dans les échanges tantôt, il y a été mention de cette espèce de notion-là d'enseignement traditionnel, d'enseignement magistral. Puis il y a aussi quelqu'un, je pense que c'est David, qui disait qu'il travaillait avec les écoles secondaires pour voir ce qui se faisait avant. Donc peut-être que j'invite David à partager l'information par rapport au secondaire. Puis, j'ai peut-être même invité Stéphanie. Je ne sais pas si c'est correct là, de vous interpeller, mais Stéphanie à Lévis-Lauzon, j'ai participé à un atelier récemment sur la classe d'apprentissage, sur les ateliers du CAPRES, puis on parlait de stratégies qui favorisaient la réussite. Puis, il y a quand même été beaucoup question de, par exemple, l'enseignement explicite, puis les stratégies actives, etc. Puis elle répondait à la question justement comment faire pour accompagner un enseignant qui est dans un modèle très, très magistral, traditionnel pour le faire cheminer. Donc, ouverture aux échanges sur la thématique de l'enseignement traditionnel. Puis, dans un deuxième temps aussi, l'aspect que retire-t-on du secondaire s'il y en a qui ont des pistes d'information à partager. J'attends les mains levées. Pas trop longtemps, je vais nommer des noms. Oui, Caroline. Merci de répondre à mon offre. Oui, c'est rien. Alors, je vérifie. En fait, vous m'entendez bien? Oui.
Oui, c'est toujours la première phrase hein, que tout le monde mentionne en fait avant de prendre le micro. Dans le fond, Huguette, ce que tu souhaitais savoir, c'est comment on accompagne les professeurs qui ont une approche un peu plus magistrale, hein, c'est ça? Oui. OK, parfait. Puis comment on les amène, en fait, là, dans une pédagogie qui est davantage active, hein, où l'utilisation des TIC là, pourrait être présentée à tout le moins, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait, excellent. Ben, en fait, là, mon propos au CAPRES la dernière fois, dans le cadre du webinaire, c'était vraiment de présenter, là, moi, je me suis intéressée à l'enseignement explicite à Lévis-Lauzon dans le cadre de mes fonctions. J'étais davantage impliquée dans des secteurs où c'était des profs d'expérience qui y travaillaient. Puis, je voulais comprendre, en fait, là, la place de ces pratiques-là. Il faut faire attention, dans le fond, là, je ne veux pas associer prof d'expérience à des pratiques plus magistrales, là, mais mon expérience terrain, en fait, m'a amené à voir rapidement que ces professeurs-là se campaient davantage dans une expertise où ils étaient là, les leaders dans la classe, où ils détenaient le savoir, en fait, puis ils présentaient leurs cours là, de façon très, très, très magistrale. Donc, je voulais voir, en fait, là, qu'est-ce qu'on peut garder de ces pratiques-là. Puis, ces pratiques-là, elles sont efficaces à quel moment dans le programme? Donc, j'ai découvert les travaux de John Hattie où il expliquait, en fait, là, il expliquait par une méta-analyse les pratiques étaient davantage efficaces selon la place dans le programme. Bref, tout ça pour dire, en fait, là, que quand je travaille avec un professeur d'expérience ou un professeur qui se campe davantage vers le magistral, je regarde avec lui où on peut s'insérer, en fait, puis comment je peux l'amener tranquillement à déployer une pédagogie qui est davantage active. C'est super important, parce que dans le fond, dans tous les travaux, là, on a compris que de parler pendant 3 heures de temps sans aucune pause, ça ne fonctionnait pas pour les étudiants. C'est ce que John Hattie a ressorti. Alors, c'est ça. Bref, ce que je fais avec le professeur, c'est que je regarde quel concept il a à travailler avec sa classe, puis comment il fait, en fait, pour l'enseigner, puis comment il fait pour le mesurer, en fait, puis s'apercevoir que les apprentissages des étudiants, ils sont réalisés, puis il y a une intégration, puis il y a une pérennité aussi dans les apprentissages de ces étudiants-là. Savoir que les savoirs qui sont présentés, mais sont intégrés en mémoire à long terme. Puis j'ai fait des découvertes fascinantes. Il y a des professeurs qui travaillent avec un enseignement explicite où ils présentent les concepts de façon très directe en étant là, devant la classe, où ils vont écrire au tableau, ils vont utiliser l'éthique. Ou il y a d'autres professeurs qui, eux, vont dire, moi je le fais en podcast, moi je le fais en vidéo. Moi, je demande à mes étudiants, suite à ma présentation, de faire un schéma de concept avec un CIMAP. Puis je demande aux étudiants après ça de présenter à leur père. Donc, c'est de se nourrir en fait des expériences gagnantes de leur père, des professeurs, puis de tranquillement en fait là, travailler avec les profs qui comme j'expliquais tantôt, en fait, là, je m'excuse, ça a l'air désorganisé, là, mais sauf que les profs qui se campent davantage vers le magistral, de déconstruire ça un peu, puis les amener vers des nouveaux outils, en fait, là, puis l'utilisation des technologies facilite. Puis les professeurs avec qui on prenait le temps de leur expliquer, en fait, là, y adhéraient. Puis ils aimaient ça, puis ils essayaient, en fait. Puis ils arrivaient, puis ils partageaient leurs bons coups, leurs bonnes pratiques. Parce qu'il y avait une grosse partie aussi que je voyais dans mon travail avec eux, qui avait une connotation affective, hein, dans le fond, là, où quand ils se sentaient pas compétents par rapport à une nouvelle technologie, ben ça les freinait, en fait, là. Donc, quand on arrivait, puis on travaillait, puis leur père leur expliquait par où ils étaient passés, puis ça les amenait, en fait, à casser la glace de leur côté, puis essayer, en fait, là, à leur façon, par essai-erreur, là, différentes stratégies. Est-ce que ça répond à la question? Ben, ça donne un bon... Oui, c'est comme un peu mon expérience. Parfait, excellent. Merci. Merci à toi, Caroline. Merci, hein, Nicole, qui prend les résumés. Oui, c'est très, très aidant de l'avoir parmi nous.
J'aimerais voir s'il y en a qui ont des choses à partager par rapport à la thématique, là, en lien avec l'enseignement traditionnel versus la pédagogie active. Est-ce que vous avez fait des accompagnements de ce style-là, même si c'est pas dans un contexte de deck mobile, comme on le disait tantôt, juste la thématique de l'apprentissage actif, c'est un buzzword, hein, depuis la naissance des classes d'apprentissage actif. Cette expression-là est plus présente. On le voit dans les colloques, on le voit dans les articles qu'on voit partout, mais concrètement sur le terrain, est-ce qu'il y en a qui ont développé des façons de faire ou est-ce qu'il y en a qui ont des ressources qui peuvent nous proposer des auteurs ou des livres ou peu importe là, qui donnent des listes de stratégies ou si vous en avez de votre cru à partager, on vous écoute. David. Voilà, ça va mieux. Donc, au niveau de l'apprentissage actif, oui, on est en déploiement des classes d'apprentissage actif. Ça fait, en fait, on est rendu dans notre troisième, quatrième année de déploiement. En fait, on avait commencé pendant 2 ans avec une seule, qui était un peu notre projet pilote. C'est celle dans laquelle on a peut-être investi le moins d'argent, mais que personnellement, c'est ma préférée. Ce sont 4 murs. Gilles, je te fais un clin d'œil. Nous, c'est de la peinture. On est on a la seule classe avec de la peinture effaçable à sec. Ce qui semble pas être accepté par tous les directeurs de services de bâtiment dans tous les cégeps. Il semble que certains cégeps se sont interdits. Mais bref, c'est ça, table en îlot et compagnie, mais presque aucune technologie possible, en fait, presque aucune technologie imposée dans ce local-là. Alors, la technologie demeure optionnelle, le local est fait pour être polyvalent, pour être accessible à toute forme de technologie, donc on a le Wi-Fi partout, aucun problème, on peut arriver avec n'importe quelle technologie, ça va bien aller, mais sur le coup, on arrive, en fait, l'ironie de la chose, c'est que la direction a décidé d'appeler ça la classe du 21e siècle, ça faisait plus vendeur pour les profs. Et lorsque les profs rentraient, ils étaient toujours déçus. Ils cherchaient les hologrames, ils cherchaient la réalité augmentée, ils cherchaient tout ce qui était virtuel, mais finalement, tout ce qu'il y avait, c'était 4 murs peinturés en blanc et des tables circulaires, pas de bureau de prof. Alors pour eux autres, et ça les jetait sur le derrière. Mais bref, un beau déploiement. Est-ce que ça gagne la majorité? Non. Pour différentes raisons. Puis c'est drôle parce que justement, il y a 2 semaines, en réunion de service, le directeur d'études me demandait, puis David, le déploiement, est-ce que ça satisfait les gens? Toute chose est bien relative. Hein? Alors, oui, ça satisferait les gens si l'institution était capable d'implanter efficacement et complètement une classe d'apprentissage actif, mais comme l'organisation scolaire se démène pour réussir à attribuer des locaux selon les horaires préétablis et qu'on est en pénurie de locaux, puis je pense qu'on est quand même plusieurs institutions collégiales actuellement dans les pénuries de locaux, eh bien là, tu as une classe d'apprentissage actif. Là, présentement, en fait, on est rendu à 3 classes, bientôt 4, mais en fait 5 potentiels. Malgré tout, tu dois avoir une liste de réservation, tu remets la liste des gens intéressés pour qu'ils priorisent ces gens-là. Malgré tout, malheureusement, écoute, pour une classe, par exemple, je me retrouve avec 10 profs placés dans cette classe-là, mais un seul prof des 10 avait demandé à y être. Ce qui fait que les 9 autres ne sont pas vraiment intéressés à faire de l'apprentissage actif, donc redéfont finalement la configuration de l'apprentissage actif. Alors, ça donne ces complications-là. Ça donne donc des super belles histoires de lorsque c'est bien implanté, lorsque c'est bien utilisé. On a fait des rapports, on a émis des rapports à ce niveau-là. Il y a des super belles réussites, mais malheureusement, on est dans des contextes où on doit couper de partout, on ne peut pas développer au niveau de l'infrastructure. Et bref, c'est un mix entre belles histoires de succès, lorsqu'on est en mesure de les appliquer pleinement, et malheureusement aussi beaucoup de bâtons dans les roues. Pas volontairement, mais disons beaucoup de défis qui mettent du sable dans l'engrenage. OK.
Si on se basait seulement sur justement, ceux qui ont demandé d'avoir accès à la classe d'apprentissage actif, puis là, je lance la question à David, mais à tous les autres, qu'est-ce qu'ils font dans les classes, ces enseignants-là, ou au fait, normalement, c'est qu'est-ce que les étudiants font? Si on avait à enseigner l'apprentissage actif à des enseignants qui s'intéressent à la technique ou au concept, auriez-vous quelques pistes de type d'activité ou de stratégie qui pourraient faire partie du plan de cours, du plan de formation des enseignants? Ben, en tout cas, est-ce que Tous ceux qui ont des idées, vous pouvez l'écrire là, directement aussi là, dans le document, gênez-vous pas. à la base, en passant, oui, je vois Franck qui a ajouté clac.org. Quant à moi, c'est la source première. Avec les équipes Polybert, c'est vraiment, avec ça, on est au paradis. Pour ce qui est, comment dire, la première base à établir, quant à moi, je trouve, dans l'utilisation d'une claque, c'est relativement simple. J'explique toujours aux profs, le bureau de prof n'est plus là et c'est pas pour rien. Alors, en temps normal, dans une classe d'apprentissage actif puriste, il n'y a pas de bureau de prof. Alors, bon, là, ça déstabilise toujours certains enseignants. Puis, alors que d'autres vont triper d'apprendre qu'enfin ils peuvent se retirer, ils peuvent devenir ce qu'ils souhaitaient être, c'est-à-dire davantage un guide, un animateur, médiateur, etc. Donc, quant à moi, c'est pas mal une des principales bases à établir, c'est-à-dire justement le rôle du prof. Pour ce qui est des activités, ben justement, en fait, il y a tellement une diversité possible dans l'utilisation de la claque. Écoute, j'ai un prof en anthropo qui va utiliser les murs pour, malgré tout, parfois présenter de la matière, mais il va exploiter finalement les murs pour opposer, mettre en opposition les grands idéologues, murs sur lesquels par la suite les étudiants vont aller travailler à travers la matière présentée. Sinon, généralement, c'est ça, ça va être de la schématisation, ça va être du résumé pendant un débat, pendant une lecture, etc. Et ils vont ils vont faire de la conceptualisation à travers les différents murs. Il y en a qui c'est vraiment utilisé davantage pour la révision. Donc, quant à moi, je dirais essentiellement, le prof se retire autant que possible et par la suite, ben, là, il y a une diversité incroyable. Excellent. J'ai pas d'autres mains levées. Par rapport à l'apprentissage actif, c'est certain que en tout cas, je pense avoir vu dans la rencontre Reptique d'avril là, que la thématique revenait sous différents angles. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de développer cette thématique-là à la rencontre d'avril. Puis je retiens, j'ai réécrit là, dans le document là, que le clac.org, moi personnellement, je me rends compte que je suis pas allée visiter cet espace-là. J'ai pas de classe d'apprentissage actif chez nous, mais c'est pas parce qu'on n'a pas une classe qui favorise le tout qu'on peut pas développer l'apprentissage actif pour des activités ciblées. C'est sûr que si on n'a pas de classe, j'entends déjà une des enseignantes chez nous, là, ça fait 2 ans qu'elle espère au moins minimalement une classe où le mobilier se déplace facilement, là, ou plutôt qu'au contraire que le mobilier soit placé pour le travail d'équipe, même s'il n'y a pas de technologie à l'intérieur du local, qu'on puisse au moins favoriser les échanges, favoriser les équipes. Donc, ça, je pense que c'est une thématique qu'on pourrait exploser davantage. Si le thème vous intéresse, vous pouvez continuer à en parler. D'ailleurs, j'ai une main levée là, avec Alain, puis on va voir où ça nous mène pour les prochains thèmes à discuter. Alain. Oui, bonjour tout le monde. Guette, c'est drôle ce que tu as parlé d'ameublement, parce que nous, c'est un des problèmes qui a été soulevé par les enseignants qui voulaient faire de l'apprentissage actif. On a une seule classe qui est pas aussi bien aménagée que le monde le souhaiterait, mais elle est très fonctionnelle. Mais à propos, faire un lien avec les programmes portables, plusieurs enseignants disaient, mais on aimerait ça, faire ça, mais cette classe-là n'est jamais disponible. Nous enseignons en programme portable, nos locaux sont pas adéquatement disposés, les tables sont difficilement déplaçables. Donc pour les cégeps ou les collèges qui y pensent à le faire, mais c'est peut-être une chose à mettre dans l'équation, l'ameublement, pour que ce soit plus facilement aménageable pour justement s'en aller vers un type d'enseignement qui correspond bien avec les programmes portables, donc l'apprentissage actif.
Fait que si le local, les tables sont difficilement déplaçables, c'est dur de faire du travail d'équipe. Et après ça, de ramener ça aussi, une fois que c'est placé pour du travail d'équipe en classe plus conventionnelle. Donc, c'est une chose peut-être importante à mettre en place, à ne pas oublier. OK, super. J'ai le goût de changer de thème, varier un peu. L'autre axe qui nous a été apporté par voyons, j'ai un blanc, par Jules. Le deuxième axe, c'était le volet secondaire, école secondaire. Qu'est-ce qu'on connaît de ce qu'ils ont développé chez eux? Je pense qu'ils ont une expertise importante dans le sens où il y en a beaucoup des projets 1-1 dans les écoles où tous les étudiants ont des appareils. À ce moment-là, c'est presque institutionnel comme approche. C'est plus juste des programmes portables ou des programmes mobiles. Ça devient presque toute l'école là, qui est structurée de cette manière-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des informations particulières qui pourraient être partagées là, avec le groupe sur ce qu'on retient, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont constaté là, dans leurs différentes stratégies? On va voir s'il y a des mains levées. Oui, David. Je peux en laisser parler avant moi. Là. J'ai pas d'autres mains. Non? OK. Cool. Bon, bien, disons simplement que, premièrement, Sherbrooke, notre grande réalité, c'est que nous sommes la deuxième ville à plus forte concentration de collèges privés au Québec, ce qui vient caractériser grandement la population qui arrive au cégep. En plus de ça, on est un territoire sur lequel, non seulement c'est ça, il y a beaucoup de privés, avec quand même beaucoup aussi de monde au public, mais également la Eastern Township School Board. Donc, ça nous amène vraiment toute une diversité qui arrive au cégep et la diversité est non négligeable. Je m'explique. Eastern Township School Board, ceux qui ont déjà entendu parler d'eux ou entendu parler tout simplement M. Canuel, c'est la première commission scolaire à avoir établi finalement un programme portable pour tous dès la 3e année du primaire à partir de 2003, ce qui est assez incroyable. Ils ont déployé finalement un programme mini iPad à partir de la 3e année du primaire dès 2011-2012. Donc, leur déploiement est assez imposant. En plus, avec l'exploitation des TBI, là, j'oublie l'année de l'implantation des TBI, mais c'était les TBI partout dans chaque classe à grandeur de la Eastern Townships, quand même assez tôt dans les années 2000. Bref, ils ont été précurseurs de toute une série d'affaires, ce qui nous a vraiment donné un coup de pied dans le postérieur assez rapidement. On ajoute à ça par la suite donc tous les programmes iPad qui sont ajoutés à travers le réseau. Les collèges privés, évidemment, étant plus flexibles, ont rapidement fait le saut, rapidement mais graduellement, fait le saut dans les programmes iPad. Quelques autres collèges privés ont fait le saut plutôt vers les programmes portables. Et au niveau du public, là, ça aussi, ça diffère. C'est hyper diversifié, de par la nature aussi de chacune des 3 commissions scolaires qui touchent notre territoire. La commission scolaire du Haut-Saint-François, qui est une commission scolaire sur un territoire dont les moyens financiers sont assez diversifiés, entre guillemets. On parle entre autres de la région administrative, l'une des régions administratives en plus grande difficulté financière au Québec. Donc, ça témoigne un peu de la réalité. Mais quand même, en contrepartie, c'est une des rares que j'ai entendu dire, nous, on agit directement avec les profs de maternelle. Donc, au cours de l'année dernière, on m'a annoncé que les profs de maternelle allaient toutes et tous obtenir un iPad pour développer justement l'enseignement avec les technologies mobiles dès la maternelle, donc dès le préscolaire. Si on pense ensuite ça au sommet, la commission scolaire du sommet, région de Magog et compagnie, il y a une grande diversité également, de par sa grandeur, de par tout son territoire. Et à Sherbrooke, 4 grosses polyvalentes, on a vraiment toute une série de nature, si on peut dire, au niveau de l'intégration des technologies. Je pense à une polyvalente, dès le premier cycle, dès la première année du secondaire, ils exploitent tout de suite les classes en Chromebook. Alors, secondaire 1 et 2, ils travaillent en Chromebook, ils ont des
Puis, c'est hyper brillant de la manière qu'ils ont intégré ça. Là. Ils n'ont même pas acheté des chariots, ils ont acheté chez Bureau en gros, des espèces de petits cases de plastique avec des Pendaflex. Et un Pendaflex égale un Chromebook. Et chaque Chromebook est numéroté. Donc, chaque Chromebook est partagé par quelques étudiants de groupes différents. Donc, ils arrivent, prennent le Chromebook à leur numéro, ils le débranchent et ils partent travailler avec. Et ils le redéposent dans le bon Pendaflex, puis ils le rebranchent. C'est fabuleux comme fonctionnement, c'est hyper brillant. Et je suis allé rencontrer un prof là, le fonctionnement est incroyable. Je veux dire, on était à l'automne, je pense qu'on était en novembre, début décembre, et les jeunes étaient déjà hyper habitués de travailler avec les Chromebooks. On était 10 minutes avant le début du cours, et les jeunes rentraient déjà dans leur cours au retour du dîner et s'en allaient tout de suite sur NetMap pour travailler là-dessus. Je pense à une autre polyvalente qui, eux, intègre davantage Moodle. Donc, travaille abondamment sur Moodle, entre autres, justement pour les maths, pour la physique, pour le français. La même prof intégrait aussi la réalité augmentée. Elle intégrait pour son cours de maths, mais également avec Horace. Je te vois sourciller, Get, c'est assez fantastique de l'avoir allé. Donc, elle a gagné justement le prix de l'innovation l'année passée. Elle, donc, oui, non seulement elle intégrait Moodle, mais elle travaillait avec Horacement, avec une autre de ses collègues. Donc, elle en maths, sa collègue en français. Les jeunes scannaient leur telle image, on voyait, non, excusez l'inversion, ils scannaient leur texte et ça faisait apparaître l'image de leur compte qu'ils avaient rédigé. C'était assez fantastique. Je pense entre autres sinon à une autre polyvalente, eux autres qui intègrent beaucoup les cellulaires, donc ils sont davantage orientés vers le BYOD, vers le avec. Je pense entre autres à un prof de géopolitique de secondaire 5, éducation à la citoyenneté, qui justement laissait libre cours à l'utilisation des cellulaires, des tablettes et des portables, en justement faisant respecter un contrat de début d'année. Et par la suite, il me disait, écoute, moi j'ai aucun problème à ce que mes étudiants et étudiantes utilisent leur technomobile, tant si longtemps que ce soit intelligemment. Et il s'est même fait prendre au jeu à un moment donné en confisquant un cellulaire, en voyant son étudiant sur Facebook. Et par la suite, rendu à son bureau, a réalisé que son étudiant était sur son fil de presse Facebook en train de consulter l'article en lien direct avec le sujet dont le prof est en train de parler. Il s'est excusé devant la classe, a remis le cellulaire aux jeunes et il dit, écoute, les jeunes sont vraiment bien autodisciplinés, ils embarquent dans le fonctionnement. Puis je pense à l'autre polyvalente également, qui sont plus au niveau de l'éducation internationale. Ils ont même un programme de programmation, jeux vidéo. Eux autres intègrent beaucoup justement tout ce qui est portable, tout ce qui est programmation. Bref, c'est hyper diversifié au niveau des polyvalentes. Les commissions scolaires ayant plus de difficultés à imposer mur à mur une seule et même politique d'intégration d'une techno X. Eux autres, ils vont vraiment de manière beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus diversifiée. Alors, c'est super intéressant de s'asseoir avec eux autres. On avait développé justement, j'avais invité mes collègues du collégial, donc du séminaire collégial et du Champlain College, ainsi que tous mes homologues de niveau secondaire à former ce qu'on a appelé la table régionale interorbitique, ce qui faisait triotique. Mais c'est ça, donc ça roule relativement bien. C'est juste qu'on manque de temps pour se rencontrer régulièrement. Mais quand on se rencontre, il y a un beau partage qui se fait. On discute justement de la réalité de l'implantation des tablettes, la réalité de l'implantation des portables, de l'implantation du Wi-Fi dans les classes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est hyper enrichissant de s'asseoir avec nos collègues, nos homologues du secondaire, parce qu'en fait, c'est juste naturel, parce qu'on reçoit les étudiants qui viennent de 50 secondaires. Et je viens juste de voir... c'est Nicole qui demande Pendaflex pour l'interrogation. C'est les petites chemises de carton avec des crochets métalliques. Là. Je m'excuse. Okay. Donc voilà. Wow! Écoutez, pardonnez le jeu de mots, mais je peux pas m'en empêcher. Moi, je trouve que l'éducation supérieure se fait pousser dans le postérieur. Honnêtement, Nicole et moi, on va présenter l'espace prophylatique à la QUOPS, qui est le colloque TIC du primaire secondaire. Puis pour nous préparer là, un peu à adapter notre stratégie de communication, ben j'ai regardé l'ensemble du programme de la QUOPS pour voir les thèmes qui lèvent de leur côté, primaire, secondaire. Puis c'est sûr qu'il y a des thématiques qui sont vraiment copiées-collées aux nôtres. Là, on a les mêmes préoccupations. Apprendre à enseigner l'éthique
on vit tous dans le même monde, puis on avance tous un petit peu de la même manière, mais je constate quand même que toutes les difficultés qu'on peut avoir au collégial par rapport à la gestion de classe, par rapport aux stratégies pédagogiques, au design, à la complexité d'adapter nos pratiques, j'y regarde au secondaire, puis on dirait que c'est beaucoup plus spontané, c'est beaucoup plus facile, ils sont beaucoup plus dans une approche, j'ai l'impression, essai-erreur, on plonge, on essaye. C'est sûr, c'est pas le même contexte, ils ont toute une année, ils voient leurs étudiants très très souvent, on s'entend que c'est pas la même chose, mais en même temps, on n'arrête pas de dire aussi qu'ils ont moins de ressources puis qu'ils l'ont pas facile nécessairement non plus. C'est sûr que là, le récit de David est peut-être faussé par le fait qu'il y a beaucoup d'écoles privées dans l'équation, mais je constate quand même qu'on aurait beaucoup à gagner de tisser des liens plus forts pour aller chercher, faire du 20-80, autrement dit, puis de découvrir quelles sont finalement les pratiques qui sont tout à fait simples et accessibles qu'on pourrait nous aussi prendre l'exemple pour y aller avec nos profs chez nous. Puis on dit souvent nul n'est prophète en son pays. C'est sûr que les conseillers TIC, quand on parle de stratégie gagnante, on dirait qu'ils nous disent ouais, on sait bien toi, tu veux nous faire vendre les technologies, mais c'est peut-être plus simple et plus efficace de faire parler d'autres profs que nous. David, est-ce que tu as la main levée pour poursuivre là-dessus? Ben, en fait, j'aurais juste ajouté, oui, effectivement, les collèges privés vont généralement être pas nécessairement précurseurs, mais ils vont être, comme je le disais tantôt, plus flexibles. Donc, ça va être un petit peu plus facilitant. C'est plus facile pour un DG d'un collège privé de dire ça va être ça l'année prochaine, point final, que pour le DG d'une commission scolaire de l'établir. D'ailleurs, justement, en lien avec ce que tu disais, qu'on se fait pousser dans le postérieur. Moi, j'ai un homologue, justement, d'un des je vais pas le nommer, bref, d'un des collèges privés de Sherbrooke, qui me répète souvent, écoute, David, c'est parce que il évolue tellement les jeunes pendant le primaire et le secondaire, et rendu chez vous, pour certains programmes, puis il me les nomme directement, pour certains programmes, c'est une espèce de statu quo. En fait, c'est un retour en arrière, une pause pendant 2 ans avant d'aller à l'université dans leur domaine où le portable est déjà préétabli, où la tablette aussi est déjà préétablie. Donc, oui, effectivement, il y a ce danger-là parfois de devenir une espèce de pause ou de recul temporaire pour l'évolution du jeune avant qu'ils repartent à l'université. À l'université de Sherbrooke, on pense à la fac de médecine qui ont établi l'iPad pour tous. On pense, entre autres, en droit qui établissent aussi beaucoup l'apprentissage actif, les technos, etc. On peut continuer à les nommer, admin et compagnie. Ils sont très précurseurs aussi là-dedans. Donc, le danger est vraiment là. Et tu le soulignais aussi, c'est vraiment fantastique de voir au public, parce que malheureusement, des fois, les médias ont tendance à généraliser un peu sur l'enseignement public. L'enseignement public déborde de profs hyper novateurs, hyper motivés, qui se donnent à fond. Et effectivement, ils passent une année complète avec les jeunes et ils font des trucs sensationnels. J'ai la chance de retourner sous peu dans quelques semaines à la fameuse journée de partage pédagogique de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Et je suis allé l'année passée. C'est vraiment fantastique de passer une journée là. J'avais réservé 2 heures dans ma journée. J'ai passé, je pense, autour de 7 heures dans ma journée, finalement, à traverser l'ensemble des kiosques, parce que c'est le rendez-vous annuel de tous les enseignants, enseignantes, préscolaire, primaire et secondaire, qui avait un projet d'innovation pédagogique. Et là-dedans, il y a toute une ribambelle de projets d'innovation pédagogique TIC, que ce soit en programmation, du petit Bebot, que ce soit de la robotique, que ce soit intégration de Moodle, réalité augmentée. C'est vraiment fantastique ce qu'ils peuvent faire. Donc, voilà. Je voulais juste faire un beau bravo au réseau public aussi. Parfait, c'est bon. Tantôt, j'ai vu passer un commentaire de Jules qui parlait justement de l'aspect secondaire puis qui disait il y a vraiment tout à fait ce que David vient de dire. Quand il arrive chez nous, ceux qui sont passés par un collège, une commission scolaire qui était dans un 1-1, ah tiens, il est revenu.
la discussion de Jules qui disait quand il arrive au cégep, ben, il se retrouve dans une classe sèche avec des ordinateurs interdits, ça soulève des questions. C'est un cas vécu à Granby. L'ancien DG m'avait partagé une situation au conseil d'administration où une membre du CA qui était un parent d'élève d'ici, c'était quelqu'un d'Eastern Township. Entre Sherbrooke et Granby, on se partage, on est tout près de la commission scolaire anglophone. Puis ce parent-là était pas très content parce que cet étudiant-là, cette étudiante-là, avait appris en utilisant les technologies pendant tout son secondaire dans cette commission scolaire-là. Puis quand il arrivait dans nos murs, c'était un décalage total par rapport aux stratégies. Donc je pense que c'est une conclusion là, sur cette thématique-là qu'on peut garder à l'esprit. Ça fait peut-être partie des préoccupations qu'on pourrait partager avec les enseignants. Bon, je pense qu'on le fait un peu déjà, mais je me rends compte quand même qu'on avait une certaine perception sur le fait que ça bougeait peut-être pas tant que ça sur ce qui arrivait avant nous, mais moi je pense qu'aujourd'hui on a prouvé le contraire. J'aurais le goût de passer à la thématique proposée par Eric. Je trouvais bien intéressant l'axe où il disait, ben, pour les accompagner, là, ces enseignants-là, quand on part avec un groupe, le groupe est nécessairement hétérogène. Est-ce qu'il faut s'assurer avant de partir que tout le monde est à un niveau à peu près égal? Faut-il faire une moyenne? À quel niveau ils doivent être? Est-ce qu'il y en a qui ont des expériences à partager par rapport à la situation là, ou le portrait d'un groupe qui a dû partir en programme mobile puis qui aurait des constatations à partager avec nous? Y a-t-il un prérequis avant de partir un deck mobile dans un programme? Ou quelle posture les enseignants devraient prendre pour évoluer? Ou quelles conditions gagnantes on doit avoir pour que ça marche? Ou qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ghislaine? Je suis pas super bien placée pour parler de manière pratico-pratique, étant donné ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire que j'avais pas pu les accompagner jusqu'à maintenant. Mais là, je suis en train d'accompagner une enseignante, on va en avoir bientôt d'autres, mais une enseignante avec qui j'ai fait l'élaboration du programme de soins infirmiers. Puis, on a pensé justement à cette question-là, qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne, parce qu'on ne veut pas partir notre deck soins infirmiers mobile, tablette, iPad, puis que ça ne fonctionne pas. Donc, on a évidemment essayé de penser au niveau pédagogique ce que ça prenait. Puis, avant d'arriver à décider que ce serait un deck mobile, ben c'est comme, en fait, l'utilisation de la tablette est devenue une réponse à des stratégies qu'on voulait mettre en place dans le programme. Donc, si on n'a pas dit, on va prendre cet outil-là, puis après ça, ce qu'on fait avec. On avait des stratégies en tête, puis pour les mettre en place, on avait besoin que tout le monde soit équipé de la tablette. Ben, tout le monde étant les profs du département de soins infirmiers, là, parce que, bon, malheureusement, les autres disciplines du programme n'auront pas la tablette. Ça va être vraiment juste pour les cours de 180 comme tel, la discipline 180. Ce que ça prend, ce qu'on s'est dit pour que ça fonctionne, c'est que premièrement, toutes les nouvelles enseignantes ou les nouveaux enseignants qu'on va embaucher dans le département de soins infirmiers vont remplir un sondage pour savoir où est-ce qu'ils se situent au niveau TIC, utilisation des TIC, connaissance des stratégies qui utilisent des TIC. Puis, selon les résultats du sondage, on va les accompagner avec une formation sur mesure. C'est peut-être un peu gros, là, mais disons, globalement, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme équipe d'enseignants, puis on va prévoir des formations en conséquence de globalement qu'est-ce qu'on a comme équipe d'enseignants. Donc, on va les accompagner là-dedans. Déjà, on a pensé à des stratégies. Il va y avoir un peu d'APP dans les cours de soins infirmiers. Il va y avoir aussi de la classe inversée. On a déjà commencé à penser, ils vont faire un portfolio. La prise de notes va se faire de manière électronique sur le iPad. Donc, on a déjà pensé à plein de choses. Puis, évidemment, il va falloir former nos enseignants. Puis, les formations devraient commencer probablement
avant, là, le problème qu'on a, c'est qu'on les embauche maintenant pour commencer à l'automne. Il y en a qui sont déjà embauchés ailleurs, que ce soit des infirmières en pratique ou des enseignantes ailleurs, ou des enseignants ou des infirmiers en pratique. Donc, les gens qu'on va embaucher, c'est sûr qu'on se demande s'ils vont être complètement libres, mais l'idée, ce serait de les former vers la fin de cette session-ci pour qu'ils aient l'été pour se pratiquer avec l'équipement, puis qu'ils aient aussi dès l'automne la possibilité d'être au moins familiers avec l'équipement. Puis évidemment, on va les accompagner tout au long de l'automne au niveau de l'utilisation des stratégies pédagogiques comme telles qui auront été prévues. Fait que je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Très certainement. Au fait, avec ta réponse, puis si je mixe ça avec l'intervention de Martin Richard tantôt qui disait, ben, je suis pas tout à fait d'accord à pousser tout un programme vers une direction précise, vaut mieux y aller en fonction des besoins et tout ça. Puis Caroline à Lévis-Lauzon qui disait qu'ils allaient faire une évaluation des compétences TIC. Je regarde ce que vous faites chez vous, Ghislaine. Puis, mon expérience à Granby, les profs de tourisme avec qui on travaille pour développer le deck mobile, dans le plan de match, on a mis une petite ligne qui dit accompagnement, planification sur le plan pédagogique. Puis, ça a fini par popper que, à leur demande, là, ils voulaient qu'on les accompagne sur le plan pédagogique puis qu'il y avait des besoins. Donc, il y aura une analyse de fait. Puis, ça me fait voir d'une certaine manière, en lien avec la thématique, est-ce que tout le monde doit être égal? Je pense que, ben, pas égal, mais en tout cas à un certain niveau. Moi, j'ai l'impression, personnellement, dès qu'un groupe est d'accord avec unanimité ou un fort consensus de partir, je pense que c'est le premier moteur gagnant. Donc, ma perception, c'est que je pense pas qu'on ait besoin d'avoir quelque chose d'homogène ou quelque chose où les enseignants seraient à un niveau X d'une échelle d'un tel cadre de référence. Fait que si au départ, ils souhaitent avancer, s'ils souhaitent progresser, je pense que c'est un bon point de départ. Puis s'il y a un accompagnement personnalisé, c'est sûr, on n'a peut-être pas tout le temps de faire ça, l'individuel et tout ça, mais j'ai même, pendant que je vous parle, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec Jean-Luc Trussard à l'Assomption, puis il me disait si c'était à refaire, je prendrais rendez-vous avec les enseignants individuellement, puis je passerai à travers leur plan de cours, puis j'essaierai de voir, comprendre leur pratique actuelle, puis voir avec eux quels pas on peut faire pour avancer. Donc, je pense que si on met tout ça ensemble, là, le volet accompagnement peut prendre toutes sortes de formes. En faisant une approche programme, on vient se permettre d'ouvrir le sujet, collecter de l'information, prendre le pouls de la situation du groupe. S'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à avancer au même rythme, il faut respecter ce rythme-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avanceront pas. Faut quand même les prendre où ils sont, puis les faire avancer en fonction de leur intérêt, en fonction de leurs besoins. Puis tout le volet, je pense, partage de pratiques, concertation, les gens peuvent se contaminer les uns les autres. Puis ceux qui sont un peu plus défricheurs, qui sont un peu plus innovateurs, en favorisant les échanges puis la collaboration, ça peut amener les gens un peu plus craintifs puis un peu moins experts à se débrouiller puis à faire du pouce. Donc, je pense qu'il n'y a pas juste nous, comme CP, qui pouvons agir positivement. Je pense que les profs, entre eux, peuvent s'entraider. Évidemment, il faut que le climat soit propice, là, évidemment. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Oui, je vois Nicole qui a la main et le doigt levé. Ma question s'adresse à Ghislaine, mais elle s'adresse aussi aux autres. Puis là, je mets mon chapeau de co-responsable de l'équipe TIC et Réussite où on est en train de développer un guide d'accompagnement pour la mise sur pied d'un projet pédagogique qui intègre les TIC. Puis ce dont on parle, c'est aussi ça. Et une des choses sur lesquelles doit insister le guide, c'est qu'on veuille répondre à une problématique pédagogique, faire de l'innovation pédagogique ou qu'on veuille introduire une nouvelle technologie. Dans ce cas-ci, c'est des programmes portables. Puis là, je regarde ce que tu écrivais, Ghislaine, que tu disais la tablette est devenue une réponse à des stratégies pédagogiques envisagées.
est-ce que, à votre avis, le fait de partir dès le point de départ par des objectifs pédagogiques où la technologie vient répondre au projet plutôt que de faire le contraire, donc veut pas d'amener les enseignants à introduire des objectifs pédagogiques, peut aider dans la suite des choses à adopter des approches pédagogiques différentes? Est-ce que certains projets partent pas uniquement, mettons, du projet technique en tant que tel, je veux implanter, j'ai une classe portable, on me l'a donné ou je ne sais pas trop quoi, puis que là, les profs ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il est important dès le départ d'introduire un contexte pédagogique au projet? Ben, en tout cas, vu que tu m'as dit que la question s'adressait d'abord à moi, je vais me permettre de répondre avec mon opinion, mon humble opinion, j'ajouterais. Moi, j'ai toujours cru que, ben moi, il faut que je dise que je suis d'abord et avant tout une conseillère pédagogique au programme. Je suis devenue RAPTIC plusieurs années après avoir commencé à être conseillère pédagogique au programme. Donc, moi, je suis habituée que tout projet, c'est d'abord un projet pédagogique, puis il y a des intentions, des buts, des objectifs pédagogiques à ce projet-là. Puis là, il faut trouver comment le mettre en œuvre, il faut trouver c'est quoi l'équipement, c'est quoi le lieu, c'est quoi les outils, etc. Donc, pour moi, les outils TIC étaient juste des outils de plus, des outils plus nouveaux, plus récents, mais le but est toujours le même. J'ai un objectif à atteindre, puis c'est quoi je prends pour le réaliser. Fait que c'est dans ce sens-là que j'ai dit tantôt, on avait des stratégies à mettre en œuvre, puis la réponse, c'était à la tablette pour toutes sortes de considérations que, bon, je vois le temps filer, on n'a pas le temps de les énoncer, là, mais je pense que dans n'importe quel projet pédagogique qu'on a à faire, puis qu'on a un choix à faire au niveau des outils, bien, on a toujours le choix entre un outil plus ou moins technologique ou pas d'outils technologiques, puis parmi les outils technologiques, lesquels, puis il faut vraiment regarder nos objectifs, il faut regarder notre clientèle, il faut regarder nos enseignants, où est-ce qu'ils sont rendus, puis il faut regarder les besoins en termes de stratégie. La stratégie commande quoi? Je vais donner un autre exemple, puis je vais terminer là-dessus. On parle de classe d'apprentissage actif. J'aurais aimé ça d'avoir une belle classe d'apprentissage actif avec des tableaux blancs pour soins infirmiers. J'en aurais pas. Des tableaux blancs interactifs, je veux dire? J'en aurais pas. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? Ben, j'ai demandé que dans la classe sèche qui est la plus proche de leur laboratoire, il y ait des tableaux blancs ordinaires, tu sais, crayon feutre effaçable, 2 par mur, puis des petites tables carrées facilement déplaçables pour pouvoir créer des îlots. Puis, on va s'en bâtir une low-tech au lieu d'une high-tech pour faire de l'apprentissage actif. Dans ce cas-là, le seul élément technologique qu'il va y avoir dans cette classe-là, ça va être les tablettes puis le Wi-Fi. Mais tu sais, c'est ça, mais n'empêche qu'on va pouvoir faire quand même de l'apprentissage actif, là. C'est ça qui est l'idée. Donc, plusieurs outils peuvent nous permettre d'arriver au même résultat dans certains cas, puis le choix dépend de diverses considérations, dont souvent aussi les aspects financiers. Fait que c'est juste ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Les projets qui avancent plus ou moins tranquillement, est-ce que c'est parce que on n'est pas parti de la pédagogie tout d'abord? Je fais juste me poser des questions, puis que de se faire donner des appareils, mais sans qu'on ait tout d'abord identifié des objectifs pédagogiques, c'est comme mettre la charrue devant les bœufs, puis ça peut bloquer du monde. En tout cas, c'est une question que je me posais. Ben, moi, j'ai l'impression que juste le fait qu'on ait cette rencontre-là aujourd'hui, si je peux me permettre, c'était un peu l'introduction, tu sais, que je disais, ben jusqu'à présent, quand on parlait de programme portable, programme mobile, on parlait de connexion Internet, tu sais, les mulets, puis le prêt, puis l'achat, puis les premiers decks portables, ils ont en général été basés sur des considérations, des objectifs plus logistiques, administratifs, techniques. Puis il y en a qui sont très importants aussi, là, le fait d'avoir accès en tout temps, en tout lieu à ton environnement de travail. Nous, ça fait partie des forces d'un deck mobile, mais une fois que c'est dit,
Il y a toutes sortes de choses, puis je pense que le thème de la séance d'aujourd'hui va nous amener à aborder nos prochains decks mobiles d'une façon sûrement très différente et peut-être à faire des retours en arrière sur les decks mobiles ou les decks portables qui existent déjà dans nos collèges pour un peu prendre le pouls, peut-être questionner les gens sur comment ça se passe, peut-être questionner davantage les étudiants, tirer des conclusions sur les programmes qui ont déjà été implantés puis de quelle manière on peut les améliorer. Donc, je vois le temps qui file. J'ai le goût de demander juste une dernière intervention, puis après ça, on conclut sur la suite, s'il y a à en avoir, là. Mesurez votre intérêt à ça. Éric, étant donné que tu avais apporté la thématique, est-ce que toi, en posant la question, tu as déjà des pistes de réponse par rapport à ta perception du groupe, puis de comment on peut les amener dans le sens où ils doivent être rendus, ou ton fameux modèle à Speed que je connais moins, est-ce qu'il t'a nourri par rapport à ta réflexion, puis c'est quoi tes conclusions là-dessus? Tu m'entends? Oui. OK. Écoute, c'est plein de choses. J'ai entendu plein de super choses aujourd'hui, puis ça donne des idées. Puis, c'est drôle parce que j'ai des documents en dessous des yeux. J'ai justement un département qu'on lui a fait la demande, on leur a demandé d'analyser dans chacun de leurs cours, pour l'instant, c'était quoi l'utilisation des chariots de portable. Puis, ils ont calculé le nombre d'heures le nombre d'heures d'utilisation par rapport au nombre d'heures totales de cours. Ils ont sorti un pourcentage. Écoute, ils ont vraiment fait un beau travail. Donc, pour leur première session, ils jugent qu'ils utilisent les portables à 40%. Dans l'ensemble des cours, les étudiants utilisent les portables à 40%, avec l'utilisation des chariots de portable. Puis en session 2, 37%. Là, la question que je me posais, je me suis dit, est-ce que, avant de m'en aller, avant de dire, bon, ben OK, vous avez quand même une belle et une bonne utilisation, est-ce que vous pensez maintenant qu'on pourrait travailler ensemble à monter ce pourcentage-là à 60%, et là, à 60% d'utilisation dans l'ensemble de vos cours, on pourrait dire, vous seriez capable de le faire, et là, on va faire acheter par vos étudiants des portables. Parce que je me mets toujours dans la peau de l'étudiant qui va s'asseoir en classe avec son portable, puis qui va l'ouvrir, il va dire, j'ai payé 1000, 1500, 800, peu importe. Est-ce que je suis capable de maximiser mon utilisation ou finalement, je vais faire ça sur papier quand même? Puis, de ce que j'ai entendu des gens qui ont parlé, tu l'as bien dit, tu l'as bien résumé, Guette, c'est vraiment de travailler avec la majorité, de voir jusqu'où on peut les amener. Parce que, comme je vous disais tantôt, avec le modèle sur lequel j'essaie de me baser, on va en avoir qui vont être dans un processus d'adoption de l'outil, puis ça va être plus difficile pour eux autres. Il y en a d'autres qui vont être dans un processus de substitution. Il y en a d'autres qui vont être dans un processus où ils vont faire progresser leur activité. Puis il y en a d'autres qui vont innover parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils utilisent les outils. Donc, je pense que, à force d'entendre tout ce qui s'est dit, c'est de faire un melting pot avec tout ça, puis de les aider au mieux. Fait que je suis encore en réflexion. Ah ben, en tout cas, souhaitons qu'il y ait une bribe d'aujourd'hui qui va t'avoir fait cheminer. Donc, il est 16 heures. Parmi tous les échanges qu'on a eu aujourd'hui, pendant que les gens, entre autres, faisaient le tour de salle, le tour de table, j'ai commencé tranquillement à aller mettre en couleur certains passages là, que je trouvais intéressants. On parle de pédagogie traditionnelle versus la pédagogie active, les approches collaboratives, la place de la formation générale, la gestion de classe, le rôle des profs là-dedans, des passages importants sur ce qui se fait au secondaire.
Les modèles, hein, Aspid, le TPAC, puis ça me fait penser que mon conjoint au secondaire, il regarde un autre modèle dont j'oublie l'acronyme. Ça, je pense que c'est des cadres de référence qui pourraient être intéressants de revisiter ou d'échanger ou d'explorer, parce que je pense que c'est des balises intéressantes. J'ai bien aimé la notion aussi d'indicateur ou d'objectif là, à viser ça me fait penser aux fameuses conditions d'intégration réussie d'éthique de Christian Barrette qui nous a animés, qui nous a motivés beaucoup dans les dernières années. Mais par rapport au programme portable, ben peut-être qu'on aurait cette espèce de réflexion sur les conditions réussies de développer des programmes portables dans nos collèges. Donc là, je pourrais pas faire le tour là, parce que le temps file, mais vous voyez quand même que on pourrait être là jusqu'à 2 heures du matin, puis on n'en aurait sûrement pas assez. Moi, c'est sûr, c'est une thématique que j'apprécie particulièrement. C'est une thématique que je vais souhaiter faire avancer dans mon collège. Puis, je trouve ça très riche des rencontres comme aujourd'hui. Donc, ce que j'aurais le goût de savoir avant que vous quittiez, c'est par lever du pouce. Puis là, c'est sûr que je veux pas que vous fassiez ça pour me faire plaisir moi, là. Je veux vraiment que vous soyez 100% égoïste. Si vous jugez que c'est très important pour vous la thématique et que vous êtes vraiment intéressé à poursuivre des échanges, levez le pouce. Puis soyez pas gênés si ça répond pas tant que ça à des besoins de mettre le pouce en bas. Je voudrais juste, ben je dis pouce en, j'étais encore dans VIA moi, hein? Les crochets et les X. Simplement pour valider l'importance que la thématique a pour vous, puis la pertinence de continuer d'autres activités. Donc, je vois que pour ceux qui ont répondu, ça a l'air pas mal unanime. Ça fait partie des thèmes intéressants. D'emblée, j'ai le goût de dire qu'en avril, on va avoir la chance, avec les sujets qui vont faire partie, là, tout ce qui touche l'apprentissage actif, nécessairement, ça va nous nourrir beaucoup. Puis si ça vous tente, moi j'ai le goût de garder très très précieusement les notes d'aujourd'hui. Je vais probablement en refaire une lecture, bonifier des petites choses, puis remettre peut-être classer ou sortir des thèmes. Puis on pourrait refaire d'autres rencontres. Là, on se voit en avril, on pourrait faire peut-être une autre rencontre d'échange en mai. Puis ça nous permettrait tout simplement, comme aujourd'hui, de façon informelle, de pousser nos démarches. Je vais rajouter dans ces notes-là des échanges que j'ai eus avec Jean-Luc Trussard. De son côté, en discutant avec lui, il m'a parlé beaucoup là, de l'accompagnement qu'il faisait avec des enseignants en programme mobile ou en tout cas qu'il aurait tenté de faire. Puis on a abordé les thématiques suivantes: prise de notes, enseignement explicite, profil des étudiants et stratégie d'apprentissage, évaluer avec une classe d'apprentissage actif, profil de gestion de classe, screencast, correction numérique, puis design pédagogique. Puis il m'a donné aussi quelques liens vers des ressources, fait que je vais les ajouter au document. Puis quand j'aurai peaufiné un peu l'information, ça sera rendu disponible. Vous pourrez l'utiliser à votre guise. Puis je vais certainement, avec les réponses que j'ai eues, vous inviter à d'autres échanges. Puis si vous avez des idées de thèmes, puis si vous voulez partager aussi des ressources, des questionnements, ben, le document est encore ouvert. Il y a David qui a levé la main. Oui. Qui? David. OK. On t'écoute? Mon erreur est dit. Fait que s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous laisse aller à vos autres activités. Merci beaucoup d'avoir répondu à la proposition, à l'offre. On se rejase, ou on se revoit en tout cas d'avril avec plaisir. Merci tout le monde. Aïe. J'ai parti l'enregistrement après que tu aies fini de parler au début, Huguette. Je tiens à m'en excuser. Fait que l'enregistrement part à partir des témoignages. Je suis désolé. Pas de problème. De toute façon, l'introduction, c'est... Ben, elle était intéressante aussi. Mais bon, je suis désolé. La partie la plus importante. OK. Alors, j'arrête l'enregistrement, puis on va s'arranger pour qu'il soit disponible. Merci.
Parfait. Je donnerai le lien. Je vais l'envoyer. Je pense que c'est Jean-Luc qui m'avait demandé si c'était possible OK. de l'enregistrer. Écoute, tu peux regarder